Alors, moi, je vais vous parler. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la paléontologie, mais je vais essayer de vous parler des sciences culturelles, de l'histoire visuelle, c'est-à-dire les moyens visuels qu'on a mobilisés en sciences dans le passé. Et mon propos, il va commencer avec cette caricature que vous voyez là, que j'ai trouvée dans le journal, dans la revue Nature. Et elle a été dessinée à la suite d'une petite polémique. Vous voyez, il y a marqué You don't think we've overdone the Disney influence? Vous ne pensez pas qu'on a exagéré l'influence Disney? Et cette question, elle est posée parce que c'est suite à un voyage de 17 employés du Natural History Museum à Londres. Ils sont allés en Floride pour visiter un parc Disney. Et on s'est demandé, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 30 000 livres pour améliorer les collections du Natural History Museum? Et comme une toute bonne caricature, elle a aussi bien sûr un autre message plus profond, qui est à mon avis bien sûr celui de l'influence culturelle sur les sciences, c'est-à-dire en sciences, comment la culture, elle façonne aussi les moyens scientifiques et la façon dont on argumente en sciences. Alors, si je dis ça, c'est parce que la science ou les sciences sont bien sûr pas, se développent pas dans un vide politique, social et culturel, et c'est précisément sur ce point-là que je vais insister dans ma petite présentation. Alors, j'ai fait un petit effort de recherche quand même pour trouver vraiment un regard croisé, c'est-à-dire j'espère bien qu'on va se bien croiser quand même. Alors, on va bien voir, je crois, avec cette caricature, on a déjà une bonne porte d'entrée. Alors, je vais vous passer alors, un argument principal qui a été développé en histoire des sciences, qui est celui qu'on peut en effet raconter toute l'histoire des sciences sous la forme d'une histoire visuelle. On peut l'écrire sous une forme d'histoire visuelle. Et pourquoi? Parce que l'un des principaux objets en sciences, c'est bien sûr de rendre des mondes invisibles visibles, de les rendre intelligibles, que l'on puisse faire une analyse, une interprétation par la suite. Et cette méthode, on va la découvrir tout de suite chez Alexandre de Humboldt. Elle a été bien sûr, lui, il était sans doute l'un des plus grands penseurs d'outils visuels qu'il a développés. Et on voit que cette méthode, elle est bien sûr fondamentale et liée bien sûr à beaucoup d'instruments de précision, d'optique, ou bien les cartes, les graphes, les peintures, mais aussi des analyses mathématiques. Lui, Humboldt était bien sûr l'un des derniers grands savants universels qui a mobilisé l'ensemble de ces outils. Alors, et ce qu'il faut, ça c'est mon dernier point sur ce diaporama, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes qui deviennent seulement perceptibles et analysables à travers la mise en image. Alors, prenons l'exemple de Humboldt, qui est l'un de ces exemples les plus connus. C'est justement la géographie des plantes qu'il a dessinée en 1805. Et là, on voit justement où tous ces phénomènes viennent ensemble. Alors, on peut dire que c'est pas seulement une illustration de son travail qui accompagne son texte, mais il s'agit là bien d'un modèle visuel. Pourquoi il s'agit d'un modèle visuel? Parce qu'il essaie de donner un argument visuel sur la planète entière. Et comment il peut faire ça? Il fait ça notamment à travers l'analogie entre la latitude et l'altitude. Ici, après son voyage en Équateur, il a dessiné justement ces montagnes qui sont en Équateur. Il les a dessinées en fonction des différentes zones climatiques qu'on peut trouver justement de la forêt tropicale que vous voyez tout en bas et jusqu'aux glaces polaires tout en haut, où il a mis toutes les différentes zones climatiques. Il vaut mieux peut-être d'utiliser la souris. Alors vous avez bien sûr ici de la zone tropicale jusqu'aux zones polaires. On peut penser alors aussi l'altitude en fonction, on peut faire l'analogie
avec la latitude. Et à côté, sur les côtés ici, à droite et à gauche, vous avez toutes sortes de phénomènes qu'il va noter pour établir ces analogies justement avec le monde entier, avec tous les autres milieux qu'il a visités et qu'on peut mettre en relation. Alors, maintenant, je vais passer à un autre outil qu'il a mobilisé beaucoup, c'est l'outil de l'isoligne. Mais l'histoire de l'isoligne, si on veut la comprendre dans sa longue durée, il faudrait d'abord revenir à cette carte de Halley, de l'astronome britannique, et qui est l'une des premières cartes qui ne montre pas des isolignes, mais qui montre déjà comment on peut créer des imaginaires globaux, en quelque sorte, c'est-à-dire où là, on a justement un modèle visuel où Halley a essayé de comprendre comment les masses d'air le mouvement des masses d'air à partir des zones tropicales qui vont vers les pôles. Alors, et Halley, je le montre parce que, justement ici, la carte de déclinaison magnétique, qui date de 1700, autour de 1701, vous avez là une carte d'isoligne, c'est-à-dire isogonique, de déclinaison magnétique qui montre la variation de la boussole qui est très importante quand vous voyagez beaucoup sur la mer. Et il faut connaître la différence entre le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique. Alors cet outil, il est magnifique parce que là, vous avez 150 mesures qui sont derrière cette carte. Et Humboldt, il a utilisé très fameusement dans sa carte des isothermes de 1817, parce que cette carte, elle montre la moyenne annuelle de température. Ça, c'est à la base de chaque mesure qu'il a pris. Il va montrer des courbes des isothermes pour le globe entier, c'est-à-dire à gauche, vous avez les Amériques, à droite, l'Asie, c'est-à-dire c'est aussi une carte. Mais derrière cette carte, il y a seulement 13 mesures qu'il a explicitement montrées. Alors ça veut dire l'outil de l'isoligne, sa grande force, c'est aussi sa grande faiblesse. Vous pouvez avoir une masse de données énorme ou presque aucune donnée. Vous pouvez cacher, bien sûr, vous pouvez créer une continuité entre des mesures, entre des observations locales pour créer des objets globaux. Et le plus fameux objet, l'un des objets que j'ai étudié, alors là, avant de parler de mon autre exemple, je vais parler d'une diversification de cette carte, c'est-à-dire après, avec plus de mesures, les isolignes deviennent de plus en plus ondulées. Là, vous avez maintenant les zones climatiques selon William Woodbridge qui deviennent de plus en plus ondulées avec plus de mesures. Et puis, ici, vous avez des isolignes qui ont été créées, qui ont été utilisées par la NASA pour tout un autre phénomène. On l'utilise bien sûr pour toutes sortes de domaines scientifiques. Et ici, l'isoligne, elle a aidé vraiment à créer aussi une très belle métaphore qui est celle du trou de la couche d'ozone, parce qu'elle a justement permis de créer un intérieur et un extérieur. Et là, vous avez justement au milieu, au-dessus du continent antarctique, le trou de la couche d'ozone qui va s'imposer aussi comme métaphore. Elle va s'imposer aussi dans la littérature scientifique dans relativement peu de temps après la publication en 1985 des chercheurs britanniques du British Antarctic Survey. Alors, maintenant, je voulais vous parler aussi de la géologie, parce qu'il y a Martin Rudwick qui a émis l'hypothèse que, c'est un historien de la géologie, il a émis l'hypothèse que la géologie, elle a trouvé sa vraie conscience scientifique à travers un langage visuel commun. Et son argument, c'est il a regardé comment la géologie s'est développée. Et justement, en 1760,
il y avait encore relativement peu d'exemples, une iconographie relativement peu développée. Et puis, à la fin de cette période, en 1840, il y a déjà énormément d'exemples, c'est très diversifié, et on a trouvé un langage visuel commun pour expliquer les différentes strates de la Terre. On a trouvé un langage pour parler de la géologie terrestre. Et cette géologie terrestre, et cela va me permettre pour faire le lien avec la paléontologie, c'est un argument. Bien sûr, quand on regarde les strates, c'est comme un modèle presque naturel pour parler du passé profond, pour dire que la Terre, elle a un passé qui date bien sûr bien avant de 4004 avant Jésus-Christ, comme le dirait la Genèse, mais que ce passé, on l'a vu avec Sylvie Kraska, il est bien sûr presque, il dépasse bien sûr notre imagination, notre compréhension, mais on peut bien sûr faire des analogies, comme on l'a vu avec la Tour Eiffel, qui nous aide à comprendre ce phénomène, mais c'est bien sûr très difficilement compréhensible. Alors les strates, c'est aussi un argument de Rodwig. Les strates ont aidé à comprendre le passé de la Terre, pas forcément à travers la géologie, mais à travers une analogie qu'on a établie entre l'histoire des civilisations et l'histoire naturelle. Et ici, dans cet exemple, vous avez ici à droite, vous avez 4 états de la civilisation. Il faut le lire ici d'en bas du sauvage, du barbare, jusqu'à civilized state, et tout en haut, l'Angleterre victorienne, le gentleman, qui est bien sûr tout en haut de la civilisation, le top de la civilisation. Et on peut mettre ça directement à côté de l'histoire naturelle, comment les êtres sur Terre se sont développés dans différents stades de l'évolution de l'évolution de la Terre. Alors, j'ai une dernière planche d'un livre duquel j'ai pris quelques exemples et qui essaie justement de faire une histoire culturelle des dinosaures. Et l'auteur qui s'appelle Alexis Dvorsky, il a développé des idiotypes. Il prend ce modèle de Max Weber qui dit on va construire, c'est consciemment construit un modèle qui est normalement en sciences sociales, on l'utilise pour comme modèle heuristique, c'est-à-dire on peut construire des types, des caractères qu'on veut extraire, qu'on trouve particulièrement parlants pour une période, et ainsi on a un modèle pour penser la masse des données qu'on a. Et ici, il a fait pour les dinosaures, où on voit l'évolution de l'image de dinosaures qu'on avait justement à travers le temps. Et voilà. Malheureusement, je n'ai pas réussi à finir le livre, de le lire, de finir ma lecture avant aujourd'hui. Mais je voulais vous donner ça, qu'il y a bien sûr aussi une histoire culturelle qu'on peut écrire de la paléontologie, et notamment des dinosaures, qui, on le sait bien, sont bien sûr un objet très culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien Gressmühl. Finalement, entre une image scientifique et une image artistique, quelle est la différence? Parce qu'on voit que beaucoup de grands scientifiques étaient aussi quand même des grands artistes. Est-ce qu'il y a un continuum entre une image scientifique et une image artistique, ou est-ce qu'il y a une vraie rupture? Oui, il faudrait toujours regarder les cas, mais bien sûr, il y a toujours un va-et-vient entre les arts et les représentations scientifiques. Quand j'ai étudié justement ce cas-là des dinosaures, il y a au début, on peut mettre tout à fait en parallèle l'iconographie artistique qui a été développée avec les images scientifiques qui venaient avec, parce que bien sûr, on parle d'un objet qui échappe. Bien sûr, on n'a jamais vu un dinosaure dans
déjà pas vivant et non plus dans son habitat naturel. Alors du coup, bien sûr, il faut ça, on a toujours un fond d'inspiration iconographique dont on se sert pour penser justement et pour mettre en scène les objets qu'on traite en science.